Début décembre 1941. L'offensive allemande sur Moscou échoue face à la résistance acharnée de l'armée rouge et l'un des pires hivers russes jamais enregistrés. L'armée allemande épuisée n'était pas préparée au froid glacial qui frappa hommes, bêtes et machines sans distinction. Les soldats mouraient gelés ou restaient mutilés par les engelures, tandis que les chevaux de trait périssaient par milliers. Les lubrifiants et le carburant se figeaient, les percuteurs des armes se brisaient, les véhicules refusaient de démarrer, les mitrailleuses cessaient de tirer, et les avions restaient cloués au sol. La contre-offensive soviétique et la retraite allemande. À l'aube du 5 décembre, une violente contre-offensive soviétique força la Wehrmacht à reculer et à s'éloigner de Moscou. L'une des unités déployées aux abords de la capitale soviétique était la division Das Reich, qui reçut l'ordre de se replier le 9 décembre. Pourtant, 5 jours auparavant, l'une de ces compagnies avait atteint la fin du réseau de tramways de Moscou. L'ordre fut difficile à accepter. Située au nord-ouest de Moscou, cette unité d'élite allemande entreprit un repli stratégique vers l'ouest, tout en infligeant de lourdes pertes aux troupes soviétiques qui l'attaquaient. Le 16 décembre, la Das Reich reçut l'ordre de prendre position à Kchatsk, une ville située à près de 100 km de Moscou. Menace d'effondrement du front oriental. La ligne défensive allemande sur le front de l'Est menaçait de s'effondrer. Face au succès initial de son offensive, Staline ordonna à ses généraux de poursuivre l'attaque. Le groupe d'armées centre subit le plus gros de l'assaut et risqua d'être encerclé et anéanti à Rdjev. Le front de Kalinin, dirigé par le général Ivan Koniev, qui représentait le bras nord de la grande manœuvre en tenaille soviétique, perça les lignes allemandes à l'ouest de Rdjev. Cette avancée coupa du reste de la 9e armée allemande le 23e et le 6e corps d'armée et menaça la ligne ferroviaire Rdjev-Vyazma, plaçant ainsi la 9e armée en grand danger de destruction. C'est alors que, dans une tentative désespérée de sauver la situation, le général Walter Model arriva à la rescousse. L'intervention de Walter Model. Au quartier général de la 9e armée, on demanda à Model « Quelle réserve avez-vous apportée ?» Il répondit « Moi-même ». Sa première décision fut de redonner morale et confiance à ses troupes. Model consacrait 1 heure par jour à étudier ses cartes et 10 heures à aller voir ses soldats sur le terrain. Presque miraculeusement, il parvint à refermer la brèche entre le 23e et le 6e corps et à sécuriser la ligne ferroviaire Rdjev-Vyazma. Mais boucher la brèche était une chose, la tenir en était une autre. L'isolement des forces soviétiques. À la fin janvier 1942, 9 divisions de fusiliers et 4 divisions de cavalerie, appartenant aux 29e et 39e armées soviétiques, se retrouvèrent isolées derrière les lignes allemandes. N'ayant d'autre choix, elles poursuivirent leur progression vers Vyazma, dans l'espoir de rejoindre la manœuvre en tenaille soviétique venant du nord. Pour les stopper, le 46e corps Panzer, avec l'essentiel de la Das Reich, la 5e division Panzer, la 1re division Panzer et la 86e division d'infanterie lança un contre-assaut visant à encercler et isoler totalement ces 2 armées soviétiques près de Vyazma. Nouveaux assauts soviétiques et intervention des SS. Pendant ce temps, à l'ouest de Rdjev, la 30e armée soviétique tenta d'ouvrir une nouvelle brèche entre le 23e et le 6e corps de la 9e armée, afin de restaurer le contact avec la 29e armée. Hitler exigea qu'un régiment SS prenne en charge la défense contre ces attaques soviétiques. En réalité, un seul était disponible, le Der Führer de la division Das Reich, qui, à ce moment-là, n'était pas encore engagé dans les combats. Le régiment SS fut alors intégré à la 256e division d'infanterie, qui appartenait au 6e corps,
et fut déployé exactement là où les Soviétiques avaient déjà percé les lignes allemandes. Model avait une confiance totale en les hommes du régiment der Führer et en leur chef, le colonel Otto Kumm. Il n'avait pas le choix, car le succès ou l'échec de la bataille hivernale de Riev reposait ultimement sur eux. Cependant, sur une force initiale d'environ 3000 hommes, à la fin janvier, l'unité n'en comptait plus que 650. Armé de canons anti-chars de 37 mm, serait-il capable de stopper l'énorme assaut blindé soviétique? L'ordre de Model: tenir à tout prix, résister à tout prix, à tout prix. Tel fut l'ordre de Model à Otto Kumm et à ses hommes. « Nous le ferons, mon général », répondit Otto Kumm sans hésitation. Les hommes du régiment der Führer se dirigèrent rapidement vers le nord de Nochkino, où ils établirent des positions défensives solides. Le 25 janvier, le 1er bataillon prit position près de Solomino. Le 3e bataillon s'installa de l'autre côté du fleuve Volga. Le QG du régiment fut installé un peu plus au sud. Au total, le front s'étendait sur environ 12 kilomètres. Sur leur flanc gauche, ils avaient la 206e division d'infanterie du 23e corps d'armée. Sur leur flanc droit, la 161e division d'infanterie du 6e corps. Une ligne de front figée sous le feu soviétique. Les Soviétiques s'étaient solidement retranchés au sommet d'une colline boisée au nord. Les Allemands tentèrent de les déloger pour gagner du terrain, mais furent violemment repoussés lors d'un contre-assaut meurtrier qui fit de lourdes pertes dans leurs rangs. Néanmoins, le feu nourri de l'artillerie et des mitrailleuses allemandes stoppa net les soldats soviétiques qui poursuivaient leur attaque, fixant ainsi la ligne de front. Model en première ligne. Model s'assura de rester en contact permanent avec Otto Kumm. Lorsque son véhicule ne pouvait plus avancer dans la neige, il prit un avion. Et une fois, il alla même à cheval. Le 27 janvier, Model fut informé d'un assaut massif lancé par les Soviétiques contre le 1er bataillon SS, avec un rapport de force de plus de 3 contre 1. À 2 heures du matin, le 28 janvier, sous une tempête de neige intense, les forces du 30e armée soviétique attaquèrent Klepenino et Opyashtino et ne stoppèrent leur avancée qu'à la tombée de la nuit. À ce moment-là, les Allemands avaient repoussé l'ennemi sur tous les fronts. Mais un opérateur radio soviétique capturé confirma une terrible nouvelle. 7 divisions de fusiliers et 6 brigades de chars du 30e armée soviétique étaient de prêtes à attaquer au matin. Leur objectif était de rétablir le contact avec la 29e armée, à tout prix. Le choc de l'offensive soviétique. Face à cette menace imminente, Model rappela Otto Kumm et, après l'avoir mis en garde, lui dit qu'il comptait sur lui pour stopper l'assaut ennemi. Le lendemain matin, la 30e armée soviétique lança son offensive. Pendant 3 jours et 3 nuits, régiment après régiment vint s'écraser sur les positions des hommes de la Das Reich sans jamais parvenir à briser la ligne allemande. Otto Kumm décrivit ainsi ces combats acharnés. L'héroïsme des hommes, ces jours-là, dépasse tout ce qui a été accompli jusqu'à présent. Chaque attaque est repoussée au prix de terribles pertes, souvent dans des combats au corps à coups de grenades et d'armes de poing. Des piles de cadavres ennemis s'amoncellent devant nos positions. Mais le pire de tout, ce sont les assauts des chars ennemis. Le 29 janvier, les blindés soviétiques attaquèrent en masse près de Klepenino, forçant les hommes du 3e bataillon à reculer. Le lendemain, une unité de chasseurs de chars arriva pour soutenir les SS, parvenant ainsi à stabiliser le front du faible régiment de la Das Reich. Une résistance désespérée sous un froid glacial. Malgré les tempêtes de neige et des températures tombant jusqu'à -46 degrés Celsius, les SS tinrent leur position contre un ennemi tout aussi déterminé. La possession d'un simple village pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Les durs combats de l'hiver.
Une autre caractéristique du combat hivernal était que la neige profonde réduisait l'efficacité de l'artillerie. Elle humectait et dispersait les éclats d'obus, affaiblissant considérablement l'effet des grenades et des mortiers. Les mines, quant à elles, pouvaient ne pas exploser sous le poids des véhicules qui les traversaient. Une résistance acharnée mais insuffisante. Le 30 janvier, malgré la destruction de 7 chars soviétiques entre Klepenino et Kokosh, les hommes de la Das Reich ne purent stopper l'avancée ennemie vers le sud. Les deux villes furent perdues dans les dernières heures de la journée. À ce moment-là, la majorité des compagnies du 3e bataillon ne comptait plus que 20 à 30 hommes chacune. Progressivement, les unités soviétiques s'infiltrèrent dans la ville de Timontsevo et dans la forêt de Kulissenwald. La Das Reich, qui n'avait plus aucun chasseur de chars, dut envoyer leurs équipages au combat comme infanterie. Un répit de courte durée. Le 31 janvier, à 11 heures du matin, des renforts de la 256e division d'infanterie allemande parvinrent à stopper l'avance soviétique au sud de Klepenino et Objashtino. Mais à l'est de Klepenino, un nouvel assaut soviétique brisa les défenses allemandes, permettant aux soldats de se frayer un chemin jusqu'à la forêt de Kulissenwald. Un véritable ouragan d'artillerie soviétique dévasta les communications radio allemandes, au point que le QG du régiment Der Führer ne fut même pas informé de cette percée ennemie. La situation devint désespérée. La Das Reich, à court de troupes, dut envoyer 200 hommes de son propre régiment d'artillerie au combat comme infanterie de fortune. L'anéantissement d'Objashtino. Après 2 jours de combats acharnés, le 3 février, les défenses allemandes d'Objashtino cédèrent enfin, écrasées sous l'assaut de 40 chars T-34 soviétiques. Quelques heures plus tard, un soldat mortellement blessé entra en titubant dans le QG du 3e bataillon du régiment Der Führer. Ses dernières paroles avant de mourir furent « Capitaine, je suis le dernier de la compagnie. Tous les autres sont morts. » Avec un trou béant de près de 2 km dans la ligne de front, Otto Kumm demanda des renforts au QG du 6e corps d'armée. Mais seule une compagnie improvisée de 120 conducteurs, cuisiniers et tailleurs était disponible immédiatement. Sans autre choix, Kumm déploya à contre-cœur ses renforts sur les anciennes positions de la 10e compagnie du 3e bataillon. Comme on pouvait s'y attendre, cette unité disparut totalement dès que les soviétiques l'attaquèrent. Un combat désespéré dans le village. Pendant ce temps, les défenses allemandes au sud de Klepenino tenaient bon. Cependant, les soviétiques continuèrent leur progression vers l'intérieur de la forêt de Kulissenwald. Les troupes de construction et les pionniers allemands, qui tentaient de préparer une nouvelle ligne défensive, furent surpris et anéantis. Le 4 février au matin, les unités soviétiques avaient traversé la forêt et se trouvaient à moins de 50 mètres du QG du régiment Der Führer. Tous les hommes encore valides, y compris les aides de camp, les officiers, les opérateurs radio et les conducteurs, travaillèrent d'arrache-pied pour transformer les 8 bâtiments du village en forteresse. Ils creusèrent des trous dans le sol et percèrent des meurtrières dans les poutres des murs. 3 jours d'enfer. Pendant 3 jours, les soviétiques attaquèrent sans relâche. Les tirs de leurs chars réduisirent les maisons en ruine. Le capitaine Holzer, présent partout à la fois, encouragea ses hommes à tenir coûte que coûte. Et ils tinrent. Mais peu à peu, les soviétiques redirigèrent leur attaque vers l'est, s'emparant des villages de Petelino et Timonzevo. La retraite allemande. Les 2 et 3 février, la pression soviétique sur les flancs du régiment SS devint insoutenable. Les Allemands abandonnèrent alors la rive nord du Volga et se replièrent vers le sud. Dans la foulée, l'armée rouge poursuivit son avancée vers Kirchdorf, qu'elle captura après avoir traversé le Volga. L'intensification des combats en février. Heureusement pour les Allemands,
de nombreux renforts de la 256e division d'infanterie arrivèrent aux abords de Nochkino, sous le brillant commandement du commandant Moumer. Le 5 février, les hommes de Moumer repoussèrent les soviétiques hors de Kirchdorf. Un 6 février, dévastateur pour le régiment der Führer. Le 6 février fut un jour terrible pour le 1er bataillon du régiment der Führer. Après avoir dégagé les mines et la neige, les soviétiques lancèrent une attaque massive contre les Allemands. Ce jour-là, les 2e et 10e compagnies du bataillon furent anéanties. Néanmoins, les Allemands réussirent à tenir. Mais à la fin de la journée, il ne restait plus que 226 hommes dans tout le régiment der Führer. Ils ne disposaient tout plus que d'une vingtaine de canons anti-chars, dont seulement 3 packs de 50 mm. Face à eux se trouvaient des éléments des 363e, 359e, 371e et 375e divisions de fusiliers soviétiques, ainsi que des blindés des 2e et 5e brigades de chars. Une brèche menaçante dans le front. Entre Klepenino et Timonzevo, une énorme faille s'était ouverte dans la ligne du 3e bataillon SS, menaçant de déboucher sur Nochkino et de séparer les deux bataillons. Le 7 février, à 4h30 du matin, l'infanterie soviétique, appuyée par de nombreux T-34, lança un assaut sur Solomino, défendu par les restes du 1er bataillon SS. Malgré leur supériorité, les soviétiques furent stoppés après la perte de 5 chars. Ce ne fut qu'en fin d'après-midi qu'ils purent enfin prendre le village, forçant les Allemands à se retirer vers Lepsino. Résistance désespérée à Lepsino. Les 8 et 9 février, une nouvelle offensive soviétique fut brutalement stoppée à Lepsino, au prix de lourdes pertes allemandes. Dans cette localité, il ne restait plus que 21 hommes du 1er bataillon SS, accompagnés de 25 ingénieurs envoyés en renfort. Les combats continuèrent sur toute la ligne du régiment der Führer, et Otto Kumm lui-même dut mener en personne plusieurs contre-attaques, ce qui permit de détruire 24 chars ennemis. Ces actions lui valurent la croix de chevalier de la croix de fer. L'arrivée de renforts de la Das Reich. Après des jours d'enfer, Otto Kumm reçut enfin une bonne nouvelle. Ces hommes allaient être renforcés par le 1er bataillon du régiment Deutschland, également issu de la Das Reich. Un total de 590 soldats d'élite étaient en route. Le 9 février, les soldats du régiment Deutschland arrivèrent à leur nouvelle position à droite du 1er bataillon du régiment der Führer, dans Petelino. Le repli des Allemands. Pendant ce temps, Lepsino restait un point de tension majeur. Le 11 février, après de nombreux assauts et contre-attaques des deux camps, les Allemands furent finalement expulsés de la ville. À Timonzevo, les attaques soviétiques furent stoppées par le 1er bataillon du régiment Deutschland. Mais, au soir du 11 février, en pleine tempête de neige, des éléments des 371 et 171 divisions de fusiliers soviétiques, appuyés par 40 chars, percèrent les défenses de la 256e division d'infanterie allemande à Nochkino, déjà épuisée. L'intensification des bombardements. Le 14 février, 20 bombardiers soviétiques pilonnèrent le front de Petelino à Lepsino. Les Stu-G3 allemands prouvèrent une nouvelle fois leur efficacité en anéantissant un assaut de T-34 à Lepsino. Mais le 15 février, 8 chars T-34 et 2 bataillons de fusiliers réussirent à pénétrer dans la ville et menacèrent de pousser plus au sud. Les Soviétiques accélèrent leur avancée. Peu après, les Soviétiques enregistrèrent de nouveaux succès au sud-est, progressant vers Nochkino et Kirchdorf et poussant encore plus à l'ouest vers Eichwald. Leurs efforts s'intensifièrent à un rythme effréné, car dans le saillant de Rjev, les forces soviétiques encerclées étaient au bord de l'anéantissement.
De son côté, Model redoubla d'efforts pour que la 9e armée allemande mette un terme définitif à la bataille. L'affrontement final à Lepsino. À l'aube du 16 février, les bombardiers en piqué Stuka frappèrent avec fracas les positions soviétiques à Lepsino. Mais, malheureusement pour les Allemands, les 2 derniers Stugé qui devaient soutenir l'attaque sur Lepsino restèrent bloqués dans la neige et ne purent être dégagés que dans l'après-midi. Le lendemain, ces mêmes Stug retournèrent au combat. Le bombardement des Stuka avait anéanti les défenses soviétiques et à 17h10, Lepsino était à nouveau sous contrôle allemand. Mais pas pour longtemps. Un nouveau contre-attaque soviétique avec 7 chars et 200 hommes parvint à expulser les 60 Allemands restants du village, devenu une fosse commune pour de nombreux soldats des 2 camps. Percée soviétique et derniers affrontements. Dans un ultime effort pour secourir leurs camarades piégés, 6 chars soviétiques parvinrent à percer les lignes de la Das Reich. Les grenadiers SS s'occupèrent de l'infanterie soviétique qui suivait l'avancée des blindés, mais rien ne put arrêter les chars. Ils continuèrent leur avancée jusqu'à l'arrière de la 1re division Panzer, occupée à anéantir la poche soviétique. À la tombée du jour, le 17 février, Otto Kumm reçut un message encourageant du commandement de la division Das Reich. L'ennemi dans la poche de Riev est détruit. Le régiment Der Führer sera retiré du front demain. Peu après, l'ordre fut donné pour que la 251e division d'infanterie reprenne toute la zone de la Das Reich. Les unités de la Das Reich furent regroupées à l'ouest de Riev, placées en réserve de l'armée. La fin des combats. Après le 17 février, comme par miracle, les attaques soviétiques cessèrent. Il était clair que la bataille était terminée. La 30e armée soviétique avait tout fait pour secourir ses camarades, mais les hommes de la Das Reich l'en avaient empêché. L'heure était venue pour les 2 camps de panser leurs blessures, et celle-ci était profonde. Un massacre du côté soviétique, pris au piège dans la poche, le 29e armée soviétique avait été pratiquement anéantie. La 39e armée soviétique et le 11e corps de cavalerie, décimés, avaient à peine échappé au même sort. Au total, 10 divisions soviétiques et 5 brigades de chars avaient été détruites. Du côté soviétique, 27 000 soldats avaient été tués, 5 000 faits prisonniers et près de 200 chars détruits. Concernant les pertes du 30e armée soviétique, qui tenta désespérément de secourir ses camarades, Otto Kumm déclara « Durant ces semaines, l'ennemi a subi 15 000 morts face à notre régiment. Grâce aux rapports détaillés et aux interrogatoires des prisonniers, nous avons pu estimer les pertes soviétiques à l'échelle des bataillons et des régiments. En outre, 70 chars ennemis ont été détruits dans notre secteur, sans compter ceux qui ont percé et ont été éliminés par d'autres unités allemandes. Un régiment décimé. Quelques jours plus tard, alors que les hommes de la Das Reich se préparaient à être envoyés à l'arrière, le général Model rendit visite à Otto Kumm. Il lui déclara « Je sais ce qu'a enduré votre régiment, Kumm, mais je ne peux toujours pas m'en passer. Quelle est sa force actuelle ?» Kumm montra la fenêtre et répondit « Mon général, mon régiment est formé dehors, prêt à entrer en bataille. » Model regarda à l'extérieur. Il ne restait plus que 35 hommes, un répit de courte durée. Malgré des pertes terribles, Model avait renversé la situation, sauvé la 9e armée allemande et, grâce au succès au sud de Wismar, il avait permis de préserver le groupe d'armées centre. Mais au sud, ce ne fut qu'au printemps que les dernières forces soviétiques ayant percé les lignes allemandes furent finalement écrasées. Le revers sanglant de l'offensive d'hiver soviétique de 1941 à 1942 contre le groupe d'armées centre montra que le haut commandement soviétique avait sous-estimé les Allemands. Le général Zhukov commenta cette série de batailles en déclarant
Nous avons surestimé notre propre force motrice et sous-estimé celle de l'ennemi, qui s'est avéré être un os bien plus dur à ronger que nous ne l'avions supposé. Dès le début, Joukov avait sagement conseillé que l'armée rouge ne disposait pas des ressources nécessaires pour l'emporter partout à la fois, mais un Staline trop impatient ne l'avait pas écouté. Cependant, les grandes victoires défensives allemandes ne pouvaient dissimuler un fait essentiel. La Wehrmacht n'avait pas réussi à prendre Moscou. La guerre allait continuer et, pour les soldats de la division SS Das Reich, leurs camarades de la Wehrmacht, ainsi que leurs ennemis soviétiques, il n'y aurait aucun répit dans les années à venir. Et vous, qu'avez-vous pensé de ces combats où un simple régiment a tenu tête à une armée entière? Un salut à tous et à dimanche prochain. À bientôt.